Peut-être est-il approprié d'essayer de définir ce qu'est la neuroéconomie. C'est assez difficile parce que c'est un domaine émergent à la frontière entre les neurosciences cognitives et l'économie traditionnelle, si l'on peut dire, et donc il n'est pas facile de définir ses contours, mais on peut dire que le noyau du sujet, le cœur du sujet, c'est l'étude des décisions humaines et de l'architecture cérébrale qui permet de prendre des décisions. Mais la neuroéconomie est bien sûr beaucoup plus concernée par des décisions de haut niveau, la décision consciente qui consiste à hésiter, souvent à pondérer plusieurs choix possibles dans l'achat de biens, dans la décision d'agir maintenant ou plus tard, dans la décision d'investir, dans la décision de partager avec d'autres nos investissements, etc. Alors mon impression, je ne sais pas si elle sera confirmée par la journée, est que les liens entre les neurosciences et l'économie sont extrêmement étroits et nombreux et bidirectionnels. Alors dans une direction, il y a la question de savoir si l'étude du comportement humain, donc de la psychologie et de la fonction cérébrale, peut contribuer à l'économie. Et c'est une question qui sera débattue en particulier, je pense, par tous les orateurs, mais particulièrement par Bernard Walliser à la fin de la journée. Pour modéliser les prix, les autres paramètres de l'économie, les économistes essayent de caractériser mathématiquement le comportement de grand nombre de sujets qui chacun prennent des décisions. Et ça ne peut pas être fait sans simplifier considérablement, évidemment, le modèle de la décision humaine. Et on arrive à un modèle traditionnel de l'homo economicus qui, comme vous le savez tous, a été critiqué sévèrement dans la mesure où il simplifie de façon extrême en attribuant parfois une rationalité sans borne ou une logique parfaite aux décisions humaines. Nous savons tous que nos décisions sont plus aléatoires et moins logiques qu'elles ne devraient l'être. Alors, il reste relativement imprécis de savoir de quelle manière nous devrions prendre en compte dans les modèles économiques les limitations des décisions humaines et le faire de manière suffisamment abstraite pour qu'on puisse encore développer une théorie. L'attribution récente du prix Nobel d'économie à Daniel Kahneman, qui est un psychologue au départ en 2002, montre que les sciences cognitives peuvent faire des contributions importantes dans le domaine de l'économie en indiquant ce que Kahneman a appelé heuristics and biases, les heuristiques et les biais qui fondent les jugements humains. Et par exemple, la mésestimation de la probabilité, le jugement du risque, sont des domaines dans lesquels il existe des biais et des heuristiques qui peuvent conduire à des comportements qui semblent irrationnels et qui ont des conséquences très profondes sur la manière dont les personnes achètent des biens, la manière dont on achète des assurances, par exemple, qui peut sembler tout à fait irrationnel d'un point de vue de l'utilité, peut s'expliquer, etc. Alors, en dépit de ces succès, je voulais dire un petit mot de nuance tout de suite, qui sera peut-être illustré également dans la journée. Je pense que la plupart des participants au colloque partagent mon impression qu'il faut être extrêmement prudent dans l'application directe des concepts de la psychologie et surtout des données de l'imagerie cérébrale aux situations économiques de la vie quotidienne. Je suis très enthousiaste sur les développements de la neuroéconomie et je pense que ce séminaire va nous apporter beaucoup, mais je pense qu'il y a parfois un certain manque de profondeur dans les recherches et en particulier dans ce qu'on appelle le neuromarketing et les neurosciences sociales, qui ne sont pas d'ailleurs strictement parlées de la neuroéconomie. Mais la manière dont on fait des images cérébrales qui sont parfois dans les meilleurs journaux scientifiques de personnes qui sont en train de juger si elles préfèrent le Coca-Cola ou Pepsi-Cola ou si elles préfèrent Bush à Obama, et la manière surtout dont on prétend que ces résultats permettent d'avoir une capacité prédictive pour juger si une personne va prendre telle ou telle décision complexe me paraît souvent très exagérée. Alors je pense qu'on va en discuter aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a actuellement une critique méthodologique très importante qui secoue, je dirais, notre profession de la neuroimagerie, qui est due à Ed Vull, qui a plusieurs articles très intéressants. Il y a des critiques strictement méthodologiques sur la nature même de l'imagerie, mais il y a aussi un péché, si l'on peut dire, d'inférence inverse dont il faut se méfier profondément. Celui-ci, c'est le fait de penser que parce que l'on voit une région cérébrale activée, on peut en déduire quels sont les processus psychologiques sous-jacents. Et il faut savoir que dans l'état actuel des choses, c'est une inférence qui est très délicate, sinon la plupart du temps incorrecte, dans la mesure où les circuits cérébraux qui sous-tendent les processus psychologiques sont très entremêlés dans les mêmes régions,
On ne peut pas, en général, dire puisque cette région est activée, alors la personne est en train d'avoir une émotion positive, ou est en train de faire de la logique mentale, ou est en train de se parler à elle-même, etc. Enfin, si on fait ce genre d'inférence, c'est avec un certain risque de se tromper, il faut le savoir. Alors j'espère qu'on ne verra pas trop de raisonnements de ce type aujourd'hui, on verra. En tout cas, je pense que c'est une discipline qui se cherche et dans laquelle la méthodologie continue de jouer un rôle très important et le développement de meilleures méthodologies. Alors, je passe maintenant à la direction inverse, de l'économie aux neurosciences cognitives. Qu'est-ce que la théorie économique peut contribuer à la compréhension du cerveau? Je pense qu'on va en voir beaucoup d'exemples qui vont aller au-delà de ce que je vais dire, mais juste donner 3 pistes. Premièrement, les modèles économiques constituent des modèles normatifs de la manière dont une décision devrait être prise par un agent optimalement rationnel. Et le modèle qui en résulte peut être confronté aux données humaines, et c'est en fait la seule manière de définir ce qu'est une vraie décision rationnelle. Alors naturellement, les modèles économiques ne sont pas sans hypothèse préalable, et il en résulte que si le sujet humain dévie du modèle optimal, il y a 2 possibilités: soit les humains sont réellement irrationnels, soit les hypothèses du modèle qui permettent de calculer quel est le comportement optimal ne sont pas celles qui sont suivies par le sujet humain. Et la manière dont on doit définir un comportement rationnel est une question d'importance centrale dans le colloque d'aujourd'hui, particulièrement cet après-midi, dans les exposés de Peter Bossart et Colin Cameron. Un autre aspect dans lequel les économistes excellent, évidemment, c'est la description mathématique des comportements collectifs. La manière dont une collection de systèmes de décision forme un marché et prend des décisions collectives. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se produit dans le cerveau lorsque des unités élémentaires, une collection d'unités élémentaires, les neurones, qui peuvent peut-être être décrits comme des systèmes élémentaires de décision non linéaires, exhibent un comportement collectif élaboré. Alors ce type de raisonnement, je pense, sera particulièrement saillant dans l'exposé d'Elias Jouini sur le comportement collectif versus le comportement individuel, rationnel. Et en général, je pense que les théories économiques, bien entendu la théorie des jeux en particulier, fournissent souvent des modèles qui s'appliquent d'une façon nouvelle à la modélisation des phénomènes psychologiques. Il y a un 3e point, brièvement, qui est que la théorie économique souvent indique des domaines de compétences humaines qui sont sous-étudiés et qui n'ont pas été étudiés suffisamment par la psychologie. Je pense par exemple au concept d'argent et de prix. On sait assez bien maintenant comment le nombre est représenté dans le cerveau, ça a été l'objet de beaucoup de mes recherches, mais la manière dont un prix peut se résoudre ou non dans une représentation du nombre reste une question totalement ouverte. Le prix est défini par un nombre, mais bien entendu, il y a aussi la question de l'unité qui va avec ce prix. Comme on l'a vu par exemple lors du passage de notre pays à l'euro, on peut être totalement désorienté lorsque l'unité, la monnaie change. Alors, ma propre recherche avait suggéré que dans le domaine des prix, on a une sorte de catalogue mental pour chaque objet de la vie quotidienne que nous sommes amenés à acheter, un catalogue mental qui définit non seulement la moyenne du prix, mais aussi l'écart type du prix, disons l'intervalle de prix possible. Et que ces prix sont sujets à la loi de Weber, c'est-à-dire que plus le nombre est grand, plus l'intervalle de confiance est lui-même grand. De façon intéressante, d'ailleurs, avec Federico Marques, on avait montré que lors du passage à l'euro, eh bien, la variance interne des prix était multipliée par 2, c'est-à-dire qu'on était très largement désorienté, non pas parce qu'on avait perdu la moyenne, mais parce qu'on avait augmenté considérablement la variance. Alors, il y a beaucoup d'autres questions qui sont ouvertes. Comment les prix sont représentés dans le taux de décharge de population de neurones? Est-ce qu'il y a une aire cérébrale qui s'intéresse à ce genre de représentation des valeurs monétaires? Ou bien est-ce que les valeurs monétaires et l'argent fonctionnent comme n'importe quel autre système de renforcement dans le cerveau? Est-ce que l'argent, en quelque sorte, coopte des circuits cérébraux anciens dans l'évolution, par exemple les circuits dopaminergiques qui sont engagés dans le traitement des autres renforcements tels que la nourriture ou le sexe. Cette idée d'une sorte de recyclage de circuits anciens par des objets culturels nouveaux, vous le savez, mais très proche dans le domaine de la lecture et des mathématiques. Je suis très curieux de voir si elle peut fonctionner dans des domaines autres de la culture, tels que peut être par exemple l'argent. On entendra parler cet après-midi avec l'exposé de Catherine Talon-Baudry.
Alors, un dernier mot pour dire qu'en planifiant ce séminaire, Roger Guenry et moi avions essayé d'isoler les concepts les plus centraux du domaine et, comme l'indique le titre du séminaire, c'est la valeur et la décision qui sont les deux concepts que nous avons essayé d'isoler. Et la notion de valeur est tout à fait centrale. D'un point de vue axiomatique, il est possible de montrer que, sous des conditions assez raisonnables, les décisions peuvent être décrites comme l'optimisation d'une fonction qui définit une valeur et un ordre total ou partiel sur les options disponibles. Alors, cette théorie nous conduit immédiatement à nous demander si la valeur est représentée dans le cerveau et de quelle manière elle peut être représentée. Dans les exposés de Hilke Plassmann ce matin et de Tim Behrens, on verra que plusieurs aires cérébrales ont une activité qui est monotone en fonction de la valeur anticipée des décisions des sujets. C'est le cas du cortex orbitofrontal et du striatum ventral. Savoir comment appliquer ces données aux décisions humaines complexes reste une question ouverte. Et je voudrais souligner que le terme de valeur est lui-même très ambigu. D'abord, il faut distinguer la valeur objective des choses, peut-être son prix par exemple, et la valeur subjective, l'estimation ou le sentiment associé à cette valeur objective. Et les deux ne sont pas nécessairement reliés par une fonction linéaire. En fait, l'accélération négative peut expliquer beaucoup de phénomènes économiques. Deuxièmement, on doit distinguer la valeur instantanée d'une décision et la valeur moyenne sur le long terme. Et c'est une distinction, je pense, fondamentale, ce que je peux gagner tout de suite et ce que je peux gagner en moyenne dans les 10 prochaines minutes, dans les 10 prochains jours ou dans les 10 prochains tours d'un jeu, par exemple. La dimension du temps est une dimension essentielle des décisions économiques et la compréhension de la représentation du temps dans le cerveau est un très grand domaine ouvert que j'espère que nous aborderons en partie aujourd'hui. Et enfin, la notion de valeur dans l'espèce humaine est quelque chose qui dépasse évidemment très largement la dimension monétaire et il n'est pas clair du tout que nos décisions puissent se résoudre à un seul nombre. En fait, il est probable que si certaines de nos décisions sont tellement difficiles à prendre, c'est parce que l'espace des décisions est extrêmement multidimensionnel. Donc l'argent est une dimension tout à fait prosaïque, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans le domaine des décisions humaines, je pense que la santé est une valeur. La beauté est une autre valeur, la connaissance, la vérité sont des valeurs humaines, comme l'a souligné Jean-Pierre Changeux. Les valeurs religieuses peuvent être des valeurs, les valeurs sociales, la justice, l'éthique, l'altruisme sont des valeurs importantes derrière nos décisions, et l'écologie est probablement en train de devenir une valeur tout à fait importante. Alors, il n'est pas clair actuellement si la théorie neuroéconomique va contribuer à une théorie complète de la manière dont ces différentes dimensions de la valeur sont combinées pour prendre des décisions. À la fin de la matinée, John Elster et également Angela Sirigu vont nous montrer des avancées tout à fait significatives dans ce domaine de l'évaluation en contexte social, et en particulier la question de l'altruisme et de l'évolution de l'altruisme. L'idée est que nous aurions peut-être reçu de notre évolution récente de l'humanité un système spécifique pour la compréhension de l'esprit des autres et la collaboration avec les autres, et que ce système pourrait être spécifiquement détérioré dans l'autisme. Alors, je termine, je m'excuse pour cette introduction un petit peu longue, mais comme vous le voyez, je pense que la neuroéconomie n'est pas du tout, et c'est vraiment une mécompréhension, n'est pas du tout confinée à la compréhension du cerveau du consommateur. En fait, ce domaine de la neuroéconomie soulève des questions tout à fait fondamentales sur qui nous sommes, comment nous pensons, et même comment nous devrions penser, et comment nous devrions prendre nos décisions. Donc des questions qui sont tout à fait essentielles pour le psychologue et bien entendu également pour l'économiste. Donc je voudrais remercier tout particulièrement tous les orateurs d'être venus aujourd'hui nous présenter leurs travaux récents. Et je passe la parole, je pense, à M. Guenry pour quelques mots sur le point de vue de l'économiste. Merci Stanislas. Je ne vais pas prolonger trop cette introduction qui a été fort complète. Je veux juste dire que quand Stanislas m'a proposé de co-organiser un colloque sur la neuroéconomie, j'ai d'abord été interloqué parce que c'est un sujet qui est assez loin de ma propre recherche. J'ai ensuite été assez immédiatement séduit et j'ai donc discuté avec Stanislas du sujet. Je ne suis toujours pas un spécialiste, mais j'espère qu'à la fin de la journée, je serai un petit peu plus proche d'être un spécialiste que je ne suis ce matin. Il est bien évident que je ne vais pas reprendre l'ensemble
l'ensemble de l'exposé de Stanislas, mais il est bien évident que nous, économistes, sommes conscients que nous avons, je reprends une expression de François Furet dans une discussion que j'avais avec lui, un modèle pauvre de l'homme. Et donc, ce modèle pauvre de l'homme, on essaie de l'enrichir. Et au fond, Samuelson l'avait bien dit, l'homo economicus, c'est un très mauvais modèle, mais c'est encore le meilleur qu'on ait pour l'instant. Mais naturellement, on est conscient du fait qu'il faut le perfectionner. Et donc, la neuroéconomie paraît une manière assez naturelle d'essayer de mettre en perspective les axiomes sur lesquels nous nous fondons. Donc, c'est dans le domaine de la décision individuelle, a priori, que les économistes sont le plus tentés de penser que la neuroéconomie peut améliorer leur perspective, c'est-à-dire comment décide-t-on dans des situations simples, dans des situations de risque, d'incertitude, qu'est-ce que la dimension temporelle, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on considère des décisions dont l'horizon est plus lointain. Donc il y a toutes ces questions que l'on se soulève spontanément ou à laquelle on pense spontanément lorsqu'on parle de neuroéconomie. Alors, je pense qu'on n'en est pas encore, mais ça, j'en sais rien, je ne sais pas. J'ai discuté avec Peter Bossert tout à l'heure et j'ai cru comprendre qu'il parlerait des décisions collectives, mais je suis peut-être trompé. Mais on n'en est pas en principe à essayer de penser que la neuroéconomie va éclairer considérablement les processus de décision collective. Mais peut-être que je me trompe, on verra bien on verra ce soir. J'ai appris avec beaucoup d'intérêt que l'économie pouvait fournir des outils à la neuroéconomie. Je m'en félicite et je pense là aussi qu'on en apprendra un peu plus dans la journée. Donc merci encore à tous les orateurs. Je vais m'arrêter là et passer la parole pour quelques mots à Lionel Ster. Merci Roger, je ne suis pas parmi les organisateurs de cette journée et à vrai dire je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne la parole, mais je vais simplement déclarer pour moi-même mes multiples incompétences puisque je ne suis ni neuroscientifique ni économiste. Je viens à ces questions du point de vue de la philosophie. Je réfléchis depuis 30 ans sur l'idée de choix rationnel. Et donc, c'est de ce point de vue-là que je suis venu à m'intéresser à la neuroéconomie. Mais dans mon intervention vers la fin de la matinée, je me pencherai surtout sur quelques questions conceptuelles, puisque je pense, comme l'a souligné Stanislas Dehaene, que pour l'instant, il y a peut-être une sorte d'enthousiasme excessif ou prématuré, je ne sais pas exactement quoi, et il faut peut-être de temps en temps prendre une pause pour réfléchir sur les fondements conceptuels de ce qu'on fait. Et c'est ce que j'essaierai de faire. Donc je pense qu'on va faire sans doute un va-et-vient entre ces trois dimensions, économique, neuroscientifique et conceptuelle. Eh bien, merci. Nous avons tous déclaré nos intérêts et nos incompétences respectives. Et je crois qu'il est temps de commencer ce colloque.